Comme Paul Biya sait que la mort le guette à très court terme, il faut prévoir dans les prochaines heures la sortie du décret qui nomme le vice-président de la République. Et toutes nos analyses nous disent jusqu'ici que Biya est décidé à nommer ni plus ni moins que son propre fils, Franck-Emmanuel Biya, dans les fonctions de vice-président de la République. La réforme du commandement des armées du Cameroun, à laquelle le clan a procédé, a pour but de placer les hommes de Franck. Il y a certes une résistance à l'intérieur de l'appareil d'État contre ce plan de succession monarchique. Et on sait que cette résistance vient en partie de la première dame, Chantal Vigourou Biya, qui aimerait plutôt placer un homme qu'elle contrôle que de placer son beau-fils. Le fils, eh bien, de la première femme de Paul Biya, Jeanne Irène Biya, disparue dans des conditions obscures en 1991. Donc, il y a un duel. Le clan va être obligé d'accélérer le programme. Pour que la mort de Biya ne surprenne pas le clan va être obligé de publier le décret nommant un vice-président de la République. Et à partir du moment où ce décret aura été nommé, ce décret aura été publié, eh bien, la bataille pour le contrôle du pouvoir entre les ailes rivales du clan va éclater. Je vous donne les séquences. Paul Biya sent qu'à tout moment, le dernier souffle lui sera donné. Il a donc, dans les prochaines heures, obligation de sortir le décret. Les plus de 70 jours qu'il a passés à Genève ne sont pas 70 jours de plaisance, ne sont pas 70 jours pour s'amuser. C'est 70 jours pendant lesquels il a tout fait pour sauver son souffle de vie. Il a tout fait pour avoir assez de souffle pour pouvoir monter dans un avion et rentrer en Vomeka, mourir. Il fut un temps où pour beaucoup en Afrique, le grand rêve c'était de voir Paris et mourir. Mais pour Paul Biya, quand il était à Genève, le grand rêve c'était de voir Vomeka et mourir. Et c'est ce rêve qu'il est en train d'accomplir. Il ne veut rien d'autre qu'être au maximum entre Yaoundé et Vomeka, mourir, avoir des obsèques nationales et basta, il s'en bat les baskets de ce que le Cameroun devient après. Il ne veut pas voir la guerre successorale de son vivant. Et voilà pourquoi ils vont être obligés, pour éviter une mauvaise surprise, d'anticiper, parce qu'il n'était pas pressé de nommer le vice-président. Il n'était pas pressé de le nommer, parce qu'en le nommant, par là même, il annonce qu'il n'est plus le président. Il n'était pas pressé de le nommer, parce qu'en le nommant, la guerre successorale pourrait éclater alors qu'il est encore vivant. Ce qui expose le vieillard à une humiliation. Paul Biya ne veut surtout pas que des militaires entrent dans sa chambre médicalisée, se saisissent de lui et le mettent en résidence surveillée. Ça, c'est la scène que Paul Biya a organisée toute sa vie pour ne jamais vivre. Donc pour lui, il faut, dans tous les cas, que tout ceci se passe quand il aura disparu. D'où le fait qu'il ne fasse que décaler le moment de la sortie du décret nommant son fils. Car en fait, il attend la mort. Selon le plan qu'ils ont manifestement mis en place, quand Paul Biya rendra définitivement son dernier souffle, parce qu'il a commencé à le rendre, on va publier le décret. On devait alors publier le décret qui nomme son fils. Et puis laisser 1 ou 2 journées avant de venir à la télévision dire qu'on informe les Camerounais de la mort de Paul Biya et leur dire que désormais c'est son fils, Franck-Emmanuel Biya, qui assume les fonctions de président de la République en sa qualité de vice-président de la République, nommé par décret quelques jours plus tôt. Leur plan idéal, ça serait que la mort de Paul Biya, la mort effective de Paul Biya, soit décalée de 2 ou 3 jours au niveau de l'annonce, le temps de publier le décret qui nomme Franck, vice-président. Une fois que ce décret est publié, et notamment publié au journal officiel, à ce moment, on vient informer les Camerounais que Paul Biya est décédé. Et dès lors, automatiquement, Franck Biya devient le président de la République. Ça, c'est le plan idéal qu'ils ont mis en place, que Biya a mis en place. Ce plan suppose que Biya meure d'abord. Et ensuite, on simule la nomination de son fils avant sa mort, par simulation. Il sera déjà mort et on va simuler la nomination de son fils, comme si elle avait eu lieu de son vivant. D'accord? Mais maintenant, ils sont embêtés dans ce plan. Ils sont embêtés parce que, justement, la mort pourrait surprendre Paul Biya. Et les gens pourraient savoir que Paul Biya est mort avant que le décret nommant son fils sorte. Voilà pourquoi Paul Biya
de retour, son clan de retour, se prépare à assumer le fait de nommer le vice-président du vivant du président. Au vu et au su de tous. Ils vont tout faire pour montrer que Biya est encore là, nommer le vice-président, de telle façon que celui-ci commence à exercer la plénitude des pouvoirs, en sachant qu'à tout moment, et bien sûr, Paul Biya, qui est désormais en résidence surveillée médicalisée, eh bien, rendra l'âme. Et que la plénitude du pouvoir échira, eh bien, à son fils. Ils ont donc décidé, quelque part, d'inverser la stratégie. Est-ce que vous comprenez? Camerounaise, Camerounais, Africaine, Africain. Le Biya qu'ils ont emmené là, ils ne pourront pas le garder longtemps sans nommer un vice-président. Ils vont devoir le nommer parce qu'en fait, dans l'idéal, ils pensaient pouvoir cacher le moment de sa mort, publier le décret en donnant l'impression que c'est Paul Biya lui-même qui l'a signé. Ils se rendent compte que ça va être difficile. Il vaut mieux publier le décret pendant que Paul Biya est encore relativement vivant pour qu'on dise que c'est lui qui a signé. Ce qui va donc provoquer le scénario que Paul Biya craint le plus, à savoir que la guerre successorale éclate devant lui, éclate pendant qu'il est encore vivant, éclate avec le risque que des soldats entrent dans sa chambre médicalisée, en Vomeka ou à Yaoundé, pour le prendre et lui dire, à partir de cet instant, vous n'êtes plus le président de la République du Cameroun, et le vice-président que vous avez nommé n'est pas non plus vice-président du Cameroun. Toutes les institutions sont dissoutes. Nous mettons en place une transition pour refonder le Cameroun. On entre là dans le triangle des Bermudes, eh bien, du Game of Thrones au Cameroun. On entre dans le triangle des Bermudes, du Game of Thrones au Cameroun. Le Cameroun, l'Afrique et le monde ont assisté à une énième scène ubuesque. Hier, jeudi 20 août 2026, au Cameroun. Sur l'aéroport de Yaoundé-Ismaël, est rentré hier un homme dont la présence au Cameroun depuis plusieurs années équivaut parfaitement à l'absence. Monsieur Biya Paul Barthélémy Bimvondo. Nous avons assisté hier à une énième scène honteuse, rocambolesque, piteuse, pitoyable, une scène d'humiliation de l'intelligence collective des Camerounais. La scène du retour de l'homme inutile, de l'homme utilisé, de l'homme instrumentalisé, de l'homme marionnette, qui fait office de président de la République du Cameroun. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Pourquoi je dis que nous avons assisté à un énième retour insignifiant? Je dis que c'était un retour insignifiant parce qu'en son absence, le Cameroun fonctionnait comme il fonctionne actuellement. Et malgré sa supposée présence, le Cameroun continue à fonctionner comme il fonctionnait pendant son absence. Voilà pourquoi je dis que ces départs et ces retours sont des opérations à somme nulle. Pourquoi? Parce que cet homme âgé, cet homme qui fait son âge, cet homme qui fait les maladies de son âge, n'est plus depuis plusieurs années en aptitude d'exercer le pouvoir d'État. Il est utilisé par sa femme, par son secrétaire général, par les généraux qu'il a à l'origine mis en position d'exercer le pouvoir. Il est utilisé par son clan qui exerce depuis plusieurs années le pouvoir en l'utilisant comme marionnette et comme prête-nom. C'est ce que nous avons appelé dans la communication des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC, dont je suis le serviteur leader national, les Biyas. Ce n'est pas Paul Biya qui gouverne ou qui plutôt administre le Cameroun depuis plusieurs années, ce sont les Biyas, c'est-à-dire le clan que Paul Biya a constitué par ses nominations qu'on trouvait et qui maintenant est devenu en réalité le preneur d'otages de Biya, Biya otage de son clan, qui à travers lui exerce la réalité du pouvoir pendant même qu'il se réfugie derrière la loque humaine que le vieillard est devenu, derrière la personne physiquement dégradée et psychiquement instable que le vieillard est devenu. Et je ne dis pas ici cela pour flétrir la vieillesse. J'ai quand même 54 ans et j'ai commencé la dernière partie de ma vie dans le siècle. Je sais déjà quelque part ce que c'est que vieillir. Non, il s'agit ici de souligner en réalité un outrage à la pudeur qui se poursuit sous les yeux des Camerounais. Il s'agit de souligner un scandale qui se perpétue sous les yeux des Camerounais, celui d'une oligarchie, d'un clan qui a pris le Cameroun en otage et qui a transformé celui-même qu'il a nommé, celui-même qu'il a fabriqué en premier otage de sa volonté de confisquer le pouvoir à la tête du Cameroun. Comment je vais analyser le retour insignifiant
de Biya Paul à Yaoundé. Je vais l'analyser en 3 points. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? Le deuxième point, ça sera que faut-il comprendre de ce qu'on a vu? Et le troisième point, ce sera que faut-il faire pour libérer le Cameroun de cette imposture? Car j'établirai une fois de plus que c'est une imposture. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? On peut résumer ce qu'on a vu en disant que on a vu une main de Paul Biya débordant de la vitre arrière droite de son véhicule. Voilà ce qu'on a vu. Tout le reste qui a été montré aux Camerounais, ce sont des images composées avec les anciennes images des arrivées de Paul Biya à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une main de Paul Biya, la main droite. Cette main de Paul Biya a été astucieusement sortie au-dessus d'une portière dont la vitre n'a été baissée qu'à moitié. C'est ce qu'on a vu. Avec la perspicacité des caméras, on a pu voir à travers la vitre le visage du vieillard. Qu'est-ce qu'on a vu? La main qui a été montrée est l'une des mains les plus maigres que Paul Biya ou n'importe quel autre dirigeant camerounais ait jamais présenté devant le peuple. C'est une main amaigrie. C'est une main osseuse. C'est une main cadavérique que Paul Biya a montrée. Je vous demande de regarder l'image zoomée de la main de Paul Biya qui est disponible sur ma page Facebook. Cette main témoigne d'un homme profondément malade, un homme profondément amaigri, un homme décharné, un homme squelettique. Qu'est-ce qu'on a vu? Ce qu'on a vu, c'est le visage de Paul Biya transparaissant sous le scanner des meilleures caméras, sous les vitres fumées. Et quel est le visage qu'on a vu? Un visage osseux. Un visage d'un vieillard en souffrance. Un vieillard qui serre les dents. Un vieillard qui est rongé par une douleur intérieure, par la progression inexorable d'une maladie de son âge. Une fois de plus ici, cette description n'a pas pour but de se moquer de l'âge, ni de se moquer de la vieillesse. Cela est contraire à ma morale. Cela est contraire à notre tradition. Il ne s'agit pas de se moquer de l'âge ou de la vieillesse. Car nul ne sait, dans l'absolu, comment lui-même va vieillir. Se moquer de l'âge ou de la vieillesse, c'est d'une manière ou d'une autre se moquer de soi-même et se moquer de ses propres parents. Ma communication n'a pas à être interprétée comme une moquerie envers l'âge ou la vieillesse. Mais je suis en train de décrire ce que nous avons vu. Le visage de Paul Biya qui transparaît lorsqu'on zoome sur la vitre fumée qui avait été à moitié baissée de sa portière de voiture droite est un visage d'un homme profondément émacié. Un homme qui a perdu beaucoup de son sang. Un homme sans énergie. Un homme rabougri, rapetissé. Un homme entassé sur lui-même. Un homme vidé de ses forces. Le visage de Paul Biya est un visage figé. Un visage cadavérique avec les lèvres pincées. Les lèvres pincées qui sont typiques de l'homme qui manque de souffle. L'homme qui manque d'oxygène. C'est ce qu'on a vu. On a vu un Paul Biya incapable de se montrer marchant de l'avion dont il est sorti vers le pavillon présidentiel de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Pourquoi les marionnettistes, ceux qui utilisent Paul Biya pour exercer le pouvoir, ont-ils choisi de ne pas le montrer? Ils ont choisi de ne pas le montrer parce qu'il est manifestement incapable de marcher. S'il était capable de marcher, on l'aurait montré descendant d'avion, accueilli au pied de la passerelle de son avion par le Premier ministre et les autres autorités institutionnelles de son régime. C'est parce qu'il est incapable de marcher qu'on a dû utiliser une poulie de levage, un ascenseur spécial, pour le recueillir au sortir de l'avion et le glisser dans son véhicule. D'où il faut faire l'hypothèse que ces derniers temps, et notamment depuis l'accident vasculaire cérébral qu'il a dû connaître le 20 mai 2026 lors de la fête nationale du Cameroun, M. Biya doit en réalité ne plus jouir du contrôle d'une partie de son corps.